Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Modo. Donc, je m'appelle Damien Gendrin, je suis associé et cofondateur de l'agence Modo et je suis accompagné de Nicolas Chollet, créateur de la société Unnest, spécialisée en data analyse. Donc, notre webinaire du jour, c'est comment exploiter le plein potentiel de vos données et notamment, on va parler de tracking analytics et de tracking server-side aujourd'hui. Peut-être des gros mots pour certains, mais on va essayer de vous expliquer tout ça au mieux. Donc, cette matinée, cette petite heure, pardon, ensemble, matinée, ce serait un petit peu long. Cette heure passée ensemble va se découper en plusieurs temps. Donc, je vais laisser Nicolas après se présenter. Mais je voudrais aussi vous présenter rapidement Modo. Donc, nous sommes une agence digitale basée à Nantes. Nous travaillons sur plusieurs sujets, de la création de sites web, nous faisons du web marketing et de la formation au digital également. On a un panel de clients qui est assez divers, assez varié, sur différents domaines d'activité, agroalimentaire, santé, éducation, etc. Aujourd'hui, en fait, on a décidé avec Nicolas, suite à plusieurs projets en commun, de vous parler de ce sujet analytics, qui est un sujet très pointu et qui était peut-être un non-sujet il y a encore quelques années et qui a obligé un peu tout le secteur, notamment des agences, mais également des annonceurs, à prendre un peu à bras-le-corps ce sujet-là pour monter en compétences et pour mettre en place des outils en phase avec les recommandations légales de la CNIL, de la RGPD. Donc voilà, Nicolas, je vais peut-être te laisser aussi te présenter et présenter Unnest. Oui, merci Damien. Bonjour à tous. Nicolas Cholet, je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Unnest. Effectivement, on fait de la data. Et en fait, on fait de la data. Donc, on est une trentaine de personnes, hein. La société est basée un peu partout en France, à Lyon, à Paris, à Rennes, à Nantes, etc. On est un peu distribué partout. En fait, on accompagne nos clients. En gros, on va accompagner des directions plutôt digital e-commerce, des directions CRM et marketing aussi, sur, en gros, mieux exploiter leurs données, mettre en place du tracking, exploiter leurs données dans des data warehouse, faire des tableaux de bord, de l'analyse de données, etc. Voilà. Et aussi, on peut accompagner des directions data, pareil, pour accélérer dans leur migration dans le cloud, quand on travaille beaucoup sur le cloud, dans Google Cloud en particulier. Et effectivement, on a pas mal de sujets de tracking. Je pense qu'avec Damien, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a vraiment différents niveaux de compréhension des gens, de différents niveaux d'avancement, que les sujets sont de plus en plus complexes et qu'on s'est dit qu'on allait essayer de rendre ça le plus clair possible et de donner un peu une vision pour ce qui va se passer en 2025 et un peu au-delà. Exactement. Alors effectivement, la situation a beaucoup bougé depuis 2021-2022 et comme le dit Nicolas, c'est un sujet qui s'est complexifié, technifié. Et effectivement, ça va nous emmener vers notre premier sujet ce matin, euh, qui est pourquoi en fait on n'y comprend plus rien à ce sujet-là. Qu'est-ce qui a rendu ce sujet complexe puisqu'on parle beaucoup de RGPD. Alors c'est un sujet, la RGPD, qui existe depuis longtemps, mais qui est devenu beaucoup plus palpable pour les entreprises depuis 2-3 ans. Les cookies tiers aussi, on en a beaucoup entendu parler, on va essayer de décrypter ça. Et puis, notre troisième sujet qui va nous emmener vers la suite de ce webinaire, qui est le server-side, un nouveau gros mot qu'on va essayer de décrypter. Alors, pour introduire le sujet, moi j'avais une première question, Nicolas. C'était, suite à nos échanges, tu me parles souvent de adblocker, de cookies tiers, de cookies first party, plein de termes aussi anglo-saxons, mais qui est un peu compliqué de s'y retrouver dans cet univers-là. Quel est pour toi en fait le gros frein qu'il y a en ce moment pour les entreprises dans ces différents sujets-là? Ouais. En fait, je pense que le frein, il est justement dans la multiplicité des problèmes, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve on a dû en quelques années, 3-4 ans, gérer, plusieurs choses. D'une part, le RGPD et les bannières cookies, donc ça existait un petit peu avant, mais ça a été vraiment renforcé, plus récemment. Donc il a fallu s'adapter à ça, à la fois le mettre en place, mais aussi, comprendre ce que ça voulait dire, parce qu'on perd des données. Ensuite,
il y a un développement au niveau des navigateurs et du comportement des internautes, des blocages. Donc par exemple, tu vas avoir, Safari, donc Apple, qui va mettre en place des limitations sur les cookies. Tu vas avoir, Google qui va être un peu forcé de le faire, qui repousse, depuis longtemps. Tu vas avoir des gens qui ont des ad bloqueurs. Bon ça augmente plus vraiment, mais quand même, il y a une part importante de la population, qui a des ad bloqueurs. Hem Et puis il y a eu, GA4 aussi, qui en fait est quand même un outil, vraiment honnêtement, plus complexe que n'était Google Analytics, et donc ça recrée, du doute et de la confusion en plus des autres sujets, quoi. Mmh. Donc pour moi, c'est plutôt cette sorte de confusion un peu globale, tous ces sujets, et en fait le truc c'est que, le pas le contournement, mais la réponse à chacun de ces nouvelles contraintes qui peuvent être légales, environnementales, et cetera, bah, elles sont vachement techniques, quoi. Et donc en gros, quelque chose qui était avant, j'installe, Google Analytics, j'installe Google Tag Manager, c'est pas très compliqué, à la limite, quelqu'un peut le faire en interne et ça va fonctionner. Et ben, en fait, aujourd'hui, c'est devenu plus dur. Il faut mettre plus d'outils, ça va coûter de l'argent, et donc les gens ont du mal à comprendre pourquoi quelque chose qui était, bien et pas cher avant, devient moins bien et plus cher aujourd'hui. Et donc des fois, ils ont l'impression de régresser ou de pas comprendre ou de se dire: «Mais on loupe quelque chose, quoi». Donc voilà, je trouve que c'est un peu cette confusion, qui est arrivée depuis quelques années, quoi. Ouais, et puis en plus, tu parlais, du fait que on mesure moins de données, liées à ça. Nous, on a certains clients qui ont perdu jusqu'à 60-70 de données mesurées, à cause, des cookies, à cause des refus de cookies. Est-ce que c'est quelque chose qui est, heu, est-ce qu'on peut être fataliste sur le sujet, ou est-ce qu'il y a des choses qui nous permettent de d'éviter ça? Bah, ça dépend des sujets, donc si tu veux, on peut peut-être, passer un peu, les petits supports que j'ai préparés, pour un peu décrire ça. Ça dépend des sujets. Il y a des sujets, on va le voir, liés au blocage des cookies, et cetera, et là, effectivement, il y a des réponses techniques comme le server side, Mmh. les ad blockers aussi d'ailleurs. Il y a des sujets comme, le RGPD, le consentement, où là, en fait, oui et non. C'est-à-dire que si quelqu'un ne consent pas à faire quelque chose et où la loi vous oblige à recueillir le consentement, ben, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Ouais. Et donc on va voir un peu pas les contournements, mais les réponses techniques qui ont été mises en place. Est-ce que ça te va si on si Ouais, on allez, vas-y. allez, je vais, faire une petite intro, donc désolé, j'espère que ce sera pas, trop technique, mais j'essaie de rendre ça, vraiment vraiment simple. Donc en gros, je prends vraiment le cas classique, vous avez un site web, vous faites de la pub en gros, et puis vous voulez faire 2 choses souvent, c'est mesurer le trafic qu'il y a sur votre site, à la fois d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qui convertit, aussi un peu, ce que font les gens, hein, quelle page ils vont voir, et cetera, bon. Et puis vous avez, donc ça c'est le tag analytics ici. Et vous avez aussi la publicité. Donc souvent, vous dépensez de l'argent sur, Google Ads, Facebook Ads et de plus gros, puis d'autres, mais et en fait, vous allez mettre sur votre site un tag qui va permettre à ces outils-là de mesurer la performance, de votre achat, donc des visites qui viennent, et cetera, et donc d'optimiser ensuite les algos et tout. Et donc historiquement, on va dire, c'était relativement simple. C'est-à-dire que sur votre site, vous mettiez, souvent Google Tag Manager, qui est un truc, qui est fait pour ça. Dans Google Tag Manager, on va appeler le tag, Google Analytics, le tag, Google Ads, le tag Facebook Ads, qui eux-mêmes ensuite, envoient les infos vers, ces données-là. Et puis, voilà en gros un peu comment ça fonctionnait, et comment ça fonctionne toujours en théorie. Mais, ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, il y a quelques contraintes, quoi. Donc en gros, les ad blockers. Donc les ad blockers, ça arrive pas, ça date, hein, déjà. Mmh. Un ad blocker, qu'est-ce qu'il fait? Vous êtes sur votre navigateur, vous avez installé un ad blocker, il va regarder, s'il y a des scripts Facebook, Google Ads, ou alors des informations qui sont envoyées vers Facebook et Google Ads, et si c'est le cas, il les bloque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc en général, il ne bloque pas les outils de mesure du type Google Analytics. Ça dépend, ceux qui sont très stricts le bloquent, mais la plupart ne les bloquent pas. Par contre, ils vont bloquer, les tags Facebook, AdWords, et du coup, vous avez des impacts sur la mesure vers ces outils-là, ça peut aller de 10 à 70, ça dépend, si vous êtes en B2C, très geek, ça va être 70-80. Si vous avez beaucoup de mobiles, c'est moins. Si vous êtes en B2B, bah, si les gens ont des navigateurs professionnels, ça va peut-être être bloqué, et cetera. Donc c'est très, très, très variable. Ça n'impacte pas vos données analytics, hein, très, très faiblement, mais toutes les données ads. Et pour le coup,
le server-side, c'est le meilleur moyen pour récupérer de la donnée en volume, pas forcément 100% en qualité, mais en volume. Et ça fonctionne, on va dire. Et on va voir un peu après, pas techniquement comment vraiment, mais un peu essayer d'intuiter pourquoi ça marche, quoi. Donc en gros, vous avez le sujet AdBlocker. Et la réalité, c'est que le server-side dont on parle souvent, c'est surtout là-dessus que vous allez récupérer beaucoup de données, en fait. Ok. Ensuite, par-dessus, vous avez le sujet du consentement. Donc là, le consentement, c'est binaire. Les gens, ils arrivent sur votre site, ils disent oui ou ils disent non. Et en fait, la donnée, quand ils disent non, en théorie, vous n'êtes pas censé l'envoyer vers Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, par exemple. Donc vous allez perdre un volume de données dont vous ignorez la quantité. Vous pouvez intuiter un peu ou une partie de données, mais c'est pas toujours évident, qui peut varier entre 30 et 70%, ça dépend de plein de trucs, de votre trafic, de la tête de votre bannière, de plein de choses. Et là-dessus, il y a eu deux manières de, on va dire, récupérer de la donnée. Côté analytics, c'est-à-dire je mesure moi-même sur mon site ce qui se passe, les visites et tout, la CNIL a inventé un concept qui s'appelle l'exemption de consentement, et donc elle dit, en fait, c'est quand même légitime pour un propriétaire de site de mesurer son audience, dans la mesure où il le fait de manière anonyme, donc avec certaines contraintes. Et donc, dans ce cadre-là, on a le droit de déposer des cookies pour mesurer le trafic, même si les gens n'ont pas consenti à, donc sur votre bannière, ils n'ont pas cliqué sur accepter, parce qu'on estime que c'est légitime et que, encore une fois, quand c'est encadré, c'est pas problématique, parce qu'en fait, on ne traite pas de données personnelles en réalité. Et donc, sont apparus des outils qui existaient déjà, en fait, hein, mais qui ont été un peu labellisés par la CNIL. C'est le seul organisme au monde, à ma connaissance, qui l'a fait, mais du coup, ça s'applique sur l'ensemble de l'Europe, dont Piano Analytics, puis Promatomo, qui sont les plus gros, mais il y en a d'autres. Donc là-dessus, vous allez récupérer quasiment 100% de votre trafic. Et donc, en réalité, souvent, vous allez avoir Google Analytics, vous avez des trucs, et puis cet outil, vous avez une vision plus complète, quoi. Donc, c'est intéressant, mais du coup, c'est un outil en plus, qui a un coût, il faut l'installer, il faut l'utiliser, etc. Oui, c'est-à-dire que comme tu nous dis, en fait, si on fait le cumul entre la slide d'avant et celle-ci, on est entre 40 et 80% de données en moins mesurées, mais on a déjà une première solution effectivement, techniquement, de rajouter un outil. Ouais. Je pense qu'on verra un peu plus tard l'impact financier, Ouais. mais en tout cas, pour l'instant, il y a des solutions. C'est-à-dire que moi, ça pose un petit peu la question de mettre en place des restrictions pour qu'elles soient contournées. Ça complexifie un petit peu déjà le marché pour tout le monde, sans forcément une très forte utilité au départ. Mais bon, bref, ça c'est un autre, Tout à c'est fait. un autre débat. Mais bon, donc en gros, ça, c'est quand tu mesures toi-même. Donc, tu as les outils exemptés de consentement pour mesurer ton trafic. Ouais, Et après, reste la question des outils tiers, Google Ads, Facebook Ads, où là, tu n'as pas le droit d'envoyer la donnée de l'utilisateur. Tu n'as pas le droit de déposer un cookie de suivi Facebook de l'utilisateur qui n'a pas consenti. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, pour le coup, ils ont inventé, parmi les réponses, ce qu'ils appellent le consent mode, notamment le consent mode avancé, qui consiste à dire, en fait, si la personne, elle clique accepter, ben, j'envoie la donnée. Si elle clique sur refuser, je vais envoyer juste un ping, en gros, qui dit, bah voilà, là, il y a eu une page vue, là, il y a eu une conversion, sans envoyer rien d'autre, ni d'ID, ni d'informations sur le navigateur, etc., de sorte que derrière, l'outil va pouvoir modéliser. Donc en fait, on récupère de la donnée. C'est juste que ça devient une boîte noire parce qu'en fait, vous ne savez pas comment c'est modélisé. Donc après, Google Ads a son modèle, Google GA4 a son modèle, Facebook ouais. a son modèle, et bah, vous n'avez plus qu'à croire ce qui se passe. Des fois, vous avez des trucs, par exemple, du coup, la donnée modélisée, par exemple de vente, en fait, elle devient supérieure à vos ventes réelles. Donc là, vous vous dites, mais c'est complètement foireux, ça ne marche pas. Mais en fait, c'est juste qu'il y a une partie qui est modélisée et parfois, c'est mal modélisé dans un sens ou dans l'autre. Et c'est comme ça. Donc, c'est là aussi l'intérêt d'avoir souvent un outil exempté à côté, parce que ça permet d'avoir une sorte de référence malgré tout, quoi. Et est-ce que sur ces outils exemptés, on a, au-delà des données de trafic, des données de conversion aussi, que tu évoques? Oui, alors vous avez donc vous pouvez remonter des données de conversion en nombre et en quantité. Donc par exemple, savoir qu'il y a eu une conversion, une vente par exemple sur tel produit, à tel prix, ou alors un formulaire qui a été soumis.
vous pouvez associer des sources de trafic, source Medium Campaign. Par contre, vous ne pouvez pas remonter d'ID. Donc, si la personne n'a pas consenti. Donc, par exemple, l'ID de la transaction, vous ne pouvez pas le remonter. Ça fait partie des réglages qu'il faut faire dans ces outils-là pour justement bénéficier de l'exemption. Après, il y a des outils comme Piano, par exemple, qui proposent un mode un peu hybride qui dit, si j'ai le consentement, j'envoie les données, sinon je ne l'ai pas. Et vous avez d'autres outils comme Atomo qui peuvent pas faire ça, et donc en général, on le bride et on remonte pas tout. D'autres choses que vous pouvez pas faire aussi, si la personne n'a pas consenti, forcément, c'est parfois on va chercher à faire le lien entre ce qu'a fait une personne sur le site, par exemple, et après son comportement d'achat. Est-ce qu'elle a acheté? Est-ce qu'elle est revenue? Est-ce que c'était un bon client, etc. Et pour ça, on va chercher à matcher des ID entre deux systèmes, le système d'info et le site. Et ça, pareil, on peut pas le faire si on n'a pas le consentement. Donc, en gros, c'est une mesure statistique, quoi, des visites, des conversions, etc. Mais c'est-à-dire qu'en B2B, on est quand même un peu moins impacté qu'en B2C sur cette question de l'anonymisation des données et de la non-remontée des ID. Ouais, alors sauf si tu es dans le cas où souvent tu as le truc en B2B, je génère des leads, puis les commerciaux, donc ça arrive dans le CRM, puis les commerciaux ils disent ouais, mais les leads sont nuls. Bon. Et en fait, tu as envie de le mesurer. Donc tu dis ok, mais quels leads sont nuls? Ils venaient d'où? Est-ce que c'est ceux qui venaient de Google, de Facebook, de mon email, etc. Et donc c'est là où tu as envie de faire le lien. Ouais. Tu vas pouvoir le faire sur la partie de l'audience qui a accepté, mais pas sur le reste, quoi. Ok, c'est clair. Et après, j'ai fait un petit tableau de synthèse, si tu veux, hop, assez simple, parce que la réalité, c'est qu'il y a encore un niveau de complexité, puis après, on va parler des cookies tiers. Mais, en gros, vous avez quelques problèmes classiques, on va dire. Vous avez les adblockers, comme on a vu au début. Très simple, ils bloquent les scripts pub. Là, on va le voir après, mais le server-side, c'est la solution. Après, c'est à chaque entreprise de voir ce qu'ils veulent faire. Vous pouvez aussi vous dire que l'utilisateur, il souhaitait pas, il a bloqué, quoi. Vous pouvez aussi vouloir respecter ça. Mais en tout cas, techniquement, la solution, c'est le server-side. Ensuite, sur le consentement, en réalité, il y a deux solutions. Il y a l'outil exempté quand vous mesurez votre propre audience. Et ensuite, il y a la solution que proposent les outils tiers, qui en fait est de la modélisation. Encore une fois, vous envoyez des pings anonymes et l'outil, il calcule quelque chose et vous espérez que ce soit bien fait. Et après, il y a le sujet de la fin des cookies tiers. Donc, on va en parler un petit peu après. Là, en fait, ça ne peut pas être... on va expliquer à quoi ça sert les cookies tiers, mais il n'y a pas de moyen technique de remplacer ça. Ça n'existe pas. Et donc, en fait, ça va être remplacé par tout un tas de manières pour envoyer d'autres types de données à Facebook, Google Ads, etc., de sorte qu'ils puissent recréer un mapping. Et en fait, ils vont utiliser plein de points de données pour finalement faire en sorte que ça impacte le moins possible, quoi. Voilà. En fait, ce sujet Facebook, l'API Facebook, Facebook API a souvent été présenté comme un peu la solution miracle. Est-ce que tu as des informations sur un déploiement de ce type de solution chez d'autres structures, chez Pinterest, chez Bing, Ouais. chez TikTok? Est-ce qu'il y a des solutions un peu identiques qui commencent à émerger chez tous les acteurs du numérique aujourd'hui? Oui, alors déjà, en fait, je trouve que Facebook, pour une fois, il y a des trucs où ils sont forts quand même, notamment la pub. Et franchement, ils ont produit tout de suite un modèle ultra clean, très simple à comprendre pour les agences notamment, très simple à déployer et très efficace. Et donc, ça s'impose un petit peu comme le modèle. Donc, Google Ads, ils ont l'équivalent en fait. Ils en ont deux en fait, mais ils ont globalement les enhanced conversions et puis aussi les conversions offline. Ils ont fait un truc un peu plus compliqué, je trouve, qui fait que vous êtes encore obligé d'envoyer des données client-side, server-side, on verra après. Donc je trouve que c'est un peu bizarrement un peu moins abouti, mais en tout cas ça marche pareil. Et à ma connaissance, c'est ce qu'on fait aussi, parce qu'en fait avec le server-side quand même, du coup, toutes ces boîtes-là, ils ont mis en place finalement des API qui permettent d'envoyer des informations de conversion. Et ils ont tous à peu près suivi le modèle de Facebook dans la philosophie, quoi. Et donc, on va retrouver ça chez TikTok, chez Snapchat, etc., de manière à peu près similaire quand même. Ok.
Parce que c'est vrai que ça a été quand même un bouleversement, cette annonce de la fin des cookies tiers. Tu l'évoquais, peu tous les navigateurs aujourd'hui ont passé le pas, peut-être sauf Chrome, qui repousse, comme tu disais en introduction, qui repousse l'échéance. Mais voilà, même si on enlève Chrome de l'équation, ça nous fait quand même des pertes de données qui sont considérables, quand on considère que, Firefox, Safari, iOS et cetera, aujourd'hui bloquent les cookies tiers. Ouais, sachant qu'effectivement, c'est déjà une réalité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce truc de, Chrome, bon, ils l'ont encore repoussé, Mmh. repoussé, repoussé. Normalement, cette année, ce sera fait quand même, mais la réalité, c'est qu'effectivement, tous les gens qui ont un portable, un iPhone, tous les gens qui sont sur Mac, tous les gens qui sont sur Safari et tous les gens qui ont un adblocker ont déjà techniquement, un blocage Mmh. des cookies tiers et ça fait quand même, du monde. Peut-être pas 50%, mais quand même un volume important, quoi. Et internet marche toujours. Ouais. Effectivement. Par contre, l'impact est en fait, la réalité, c'est que l'impact est plus fort pour les gens qui vendent de la pub que pour les gens qui en achètent. On va détailler un tout petit peu après, mais Ouais. si vous êtes, elle.fr ou lemonde.fr et que vous vivez de la pub, là, c'est plus problématique parce qu'en fait, c'est plus difficile d'aller diffuser de la publicité ciblée, d'une part, et d'autre part, d'en mesurer les effets. Et donc, vous avez des pertes de revenus. Et c'est un problème plutôt pour l'écosystème publicitaire, plutôt qu'en réalité, quand on est acheteur de pub, en réalité, on voit pas forcément l'impact directement. Il y a un impact global sur Ouais. l'efficacité du système, mais on se rend pas forcément compte de manière hyper, évidente, quoi. Donc dans ce cas-là, le server-side serait un peu la solution magique. Est-ce que c'est le cas? Peut-être que tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail, justement, comment ça fonctionne, et comment ça Ouais, permet de contourner ces limitations que tu nous as évoquées. Et ouais, puis j'ai envie de dire aussi, parce que c'est une vraie question qu'on a eue, auprès de pas mal de clients, c'est quid de la légalité, ou du respect de la RGPD en tout cas, de ces contournements? Parce que s'il y a une limitation, c'est pour éviter qu'elle soit contournée et là on les contourne. Voilà, comment ça se positionne aujourd'hui ce sujet-là, vis-à-vis de la RGPD? ouais, OK. Alors attends, on va regarder plusieurs points du coup. Je vais juste passer sur le sujet, cookie tiers juste pour, rappeler à quoi ça sert en fait. Ouais, OK, En gros, vous n'avez pas besoin de cookies tiers pour mesurer le nombre de gens qui vont sur votre site dans Google Analytics. Vous n'avez même pas besoin de cookies tiers pour savoir le nombre de conversions que vous avez eues et les envoyer à Google Ads, en réalité. Cookie tiers, c'est quoi? C'est que, heu, vous êtes un utilisateur, vous allez voir, je sais pas, une paire de chaussures, sur, Zalando, Facebook, Google Ads, ils vont déposer un cookie en disant: «Cette personne a vu, une paire de chaussures sur Zalando». Après, vous allez sur, je sais pas, le site de La Redoute, en fait, il va faire la même chose. Quand vous êtes sur le site de La Redoute, Google Ads, Facebook Ads vont utiliser votre cookie pour identifier que vous êtes la même personne et donc que vous avez vu aussi une paire de chaussures et donc après, ils vont vous servir la publicité, la plus, personnalisée. Donc, première chose, ça sert à faire du profiling au profit des plateformes, quoi. Donc, c'est pas vous, je veux dire, vous perdez pas de données, c'est les plateformes qui perdent de la donnée. Donc le premier sujet, c'est le profiling. Le deuxième sujet, c'est effectivement, par contre, mesurer les impacts du cross-device, du post-view et tout. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vu une pub sur, YouTube sur mon mobile, après je vais sur mon ordinateur et j'achète le truc. En fait, en réalité, là, c'est même pas des cookies, mais, globalement, il y a toujours, un truc qui est de chercher à comprendre, comment, si c'était la même personne et donc encore une fois, toujours à mmh, identifier les personnes pour pouvoir reporter de la performance. En disant: «Voilà, c'était la même personne». Donc pour ça, ils utilisent plein de choses. Vous êtes connecté dans Chrome, vous êtes peut-être connecté, sans le savoir, sur, un environnement Facebook et cetera, donc ça, c'est utilisé. Ils vont utiliser aussi, les cookies. Donc en fait, on enlève juste une partie de ce qui permet de faire de la mesure, quoi. Donc en gros, voilà l'impact des cookies tiers et tous les manières ce que je vais vous raconter sur comment ça se contourne. En fait, ça ne se contourne pas. Pour le coup, ouais. heu, on gagne en théorie en privacy. C'est juste qu'en fait, les acteurs de la pub sont tellement forts que la réalité, c'est que vous êtes tout le temps identifié partout. Si vous vouliez vraiment pas l'être, il faudrait vous mettre sur Brave, un navigateur qui respecte vos vies privées et sur un VPN. La réalité, c'est qu'en fait, c'est un peu peine perdue, je pense moi. Mais donc en fait, finalement, on fait plein de choses, pour un truc qui au final, va être, d'une manière ou d'une autre, contourné. Mais on ne remplace pas
si vous n'avez pas le consentement, vous n'avez pas le droit, server-side ou pas server-side, de déposer des cookies Facebook, d'envoyer des informations à Facebook, etc. C'est interdit, quoi. Et ça, il y a aucun doute là-dessus. Est-ce que vous allez avoir une amende? Je ne sais pas, parce qu'en fait, c'est plus facile d'avoir une amende sur du client-side, parce que ça se voit. Je veux dire, n'importe qui peut mettre un bot sur le truc et le voir, que sur du server-side où ça se voit moins. Donc c'est vrai que, en fait, de manière paradoxale, les voies de contournement qui ont été créées par les acteurs de la pub font que c'est presque plus facile de leur envoyer plein de données sans trop se poser de questions, et que vous avez Ouais. très très peu de chances, sauf être un très gros acteur, d'avoir des problèmes. Après, c'est la loi, donc la loi, normalement, on la respecte. Oui, parce que pour juste rapidement expliquer le sujet, en server-side, tu es, entre guillemets, «propriétaire». Je dis bien entre guillemets, parce que tu vas plutôt le louer. Donc ce sont des données qui ne sont pas accessibles, du grand public. Donc effectivement, entre guillemets, tu peux faire n'importe quoi avec, ça ne se saura pas. C'est un peu ça un petit peu ça le sujet, si je comprends. Ouais, bah, effectivement, en gros, si on prend, alors attends, si on prend un peu comment marche le server-side, du coup, si vous vous rappelez là, mon site web, en fait, à gauche, vous aviez 3 tags, le tag Analytics, le tag AdWords, le tag Facebook, qui étaient chargés sur le site. Donc Facebook, il charge son script sur le site, et puis bah, il fait ce qu'il veut d'une certaine manière. Donc il peut lire l'info du navigateur, poser un cookie, lire des cookies, etc. Avec le server-side, en fait, le principe, c'est que vous avez seulement un tag de collecte sur le site que vous maîtrisez. Donc vous collectez les données du navigateur, la source, la valeur des cookies, etc. Ensuite, c'est envoyer la droite de mon schéma vers un serveur, qu'on appelle conteneur server-side, et de là, vous dispatchez l'info vers Analytics, AdWords, Facebook, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que AdWords, Facebook, ils n'ont accès qu'à l'info que vous envoyez. Donc ils ne peuvent pas déposer des cookies, pas lire des cookies tiers, etc., etc., si vous faites une implémentation stricte comme ça. Et je me suis un petit peu perdu. Mais donc, il y a plusieurs impacts. C'est que du coup, les adblockers, ils ne vont pas agir. Mais par contre, vous pouvez pas, vous envoyez pas la même info. Vous envoyez, encore une fois, vous ne pouvez pas envoyer des infos de type cookie tiers parce que vous n'y avez pas accès non plus. Des choses comme ça. Donc ça quand même, en théorie, ça a quand même des bénéfices sur plein de choses, et notamment la privacy. C'est ça qui est un peu, on l'utilise pour presque contourner des trucs, mais en vrai, c'est plutôt sain comme méthode. Par contre, là, en fait, vous êtes censé envoyer à Facebook les données que pour les gens qui ont consenti. Après, si vous décidez de ne pas le faire, la réalité, c'est que ça va être difficile pour un organisme lambda, disons la CNIL qui va faire des tests automatiques, de le savoir, quoi. C'est-à-dire qu'ils le sauront que le jour où ils vont vous auditer et vous demander d'expliquer comment vous le faites, pourquoi vous le faites, etc., quoi. Encore une fois, moi, j'incite personne, c'est même l'inverse, j'incite tout le monde à respecter strictement et rigoureusement la loi, d'autant plus que, en vrai, le bénéfice à ne pas le faire n'est pas si fort que ça, quoi. Ouais. Puisqu'il y a de la modélisation qui se fait, etc. Donc en fait, c'est même limite, une bonne solution, et c'est même peut-être une super solution pour, rester dans un cadre totalement, alors à la fois légal certes, mais en plus, respectueux, des données personnelles, par Oui. rapport à un système client-side classique où, tu as ton petit pixel Facebook, qui collecte des cookies tiers. Au final, voilà, on est sur quelque chose d'un peu plus vertueux en termes de modèle. Mais, Oui. alors j'imagine, parce que pour le coup, quand on parle de server-side, il y a le mot serveur dans le mot, ça veut dire prendre un serveur. Qu'est-ce que ça implique techniquement parlant Ouais, d'avoir une c'est une bonne solution comme ça? question. Alors effectivement, bon, tout a été quand même simplifié, notamment par Google Tag Manager, qui est un outil assez exceptionnel pour ça. Donc, en un clic, vous pouvez installer Google Tag Manager server-side, vous créez le truc, et en quelques clics de plus, si vous décidez de l'héberger chez Google Cloud, qui est quand même le truc, enfin, voilà. Vous pouvez soit l'héberger chez Google Cloud, soit l'héberger chez des solutions du type Addingwell ou Step qui font ça, qui ont créé un business autour de ça, en un clic. Voilà. Soit vous l'hébergez sur votre propre serveur, et là, c'est déjà un peu plus galère, vraiment en fait. Donc, en réalité, au final, soit vous le mettez sur Google Cloud, soit vous le mettez sur Addingwell ou Step, et la plupart des gens vont sur Addingwell ou Step. Addingwell, qui est une boîte française d'ailleurs, donc choisissez Addingwell si vous avez le choix. Et donc, en gros, en un clic, vous pouvez avoir le truc qui est setup quand même. De base, l'environnement, il est là, vous payez juste à la consommation, donc en fonction des volumes. Donc ça a un coût, forcément, qui peut aller de 1 000 € par an à 10 000 15 000 € par an.
Ça dépend des volumes. Donc, si vous voulez le faire vous-même, vous pouvez. Mais enfin bon, c'est un arbitrage quoi, entre mes Ouais. corbeilles. Voilà. Quand vous prenez une solution déjà tout packagée, en fait, vous avez aussi toutes les alertes qui sont automatiques. Tout ça. Donc, en gros, setup le serveur, c'est juste, il faut accepter de sortir sa CB, mais ça prend 2 clics. Après, il faut quand même setup les tags. C'est-à-dire, en général, vous les aviez côté sur votre site. Là, vous allez les passer côté serveur, donc il y a un petit peu de travail. Et puis, bah, c'est pas toujours les mêmes compétences. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui s'était formée un peu sur le tas à Google Tag Manager, qui fait plein de trucs, qui fait de l'acquisition, qui fait des choses et tout, en fait, avant, il pouvait gérer votre conteneur Tag Manager. En vrai, ça devient un peu plus dur parce que c'est un petit peu plus dur à recéter, il faut comprendre ce qu'on fait, il y a plus de manières de se tromper. Donc, ça rajoute un petit degré de complexité quand même, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on travaille ensemble, Nicolas. Parce que c'était, ce sujet-là, tu exprimes très clairement, c'est exactement ce que l'on faisait auparavant. On avait, petit à petit développé des compétences en interne pour gérer nos conteneurs, Google Tag Manager, installer, tout ce qu'il fallait dessus. Et en fait, on s'est retrouvé avec, à un moment donné, une limite, de compétences et effectivement, ça rajoute une technicité supplémentaire dans le setup, de la solution. Heu, donc effectivement, c'est, voilà, pour ceux qui nous écoutent, attention, ça peut être une super réflexion d'aller sur le server side, mais effectivement, faites-vous bien accompagner, ça vous fera gagner du temps. Et peut-être du coup, je transitionne avec le truc d'après qui est ici, on a un peu mis je sais pas, 4 niveaux du server side parce que en fait, en un clic, on peut faire des choses, mais c'est vrai que derrière, si on veut vraiment avoir tous les bénéfices, encore une fois, il faut comprendre un tout petit peu ce qu'on fait Mmh. et puis il y a un tout petit peu de travail en plus. Donc à gauche, là, ce qu'on a appelé rookie, c'est vraiment vous cliquez sur le truc, vous migrez vos tags, normalement ça marche. Ensuite, en bleu, le premier truc en plus que vous voulez faire, c'est potentiellement contrôle des flux, contrôle des pays, donc des informations personnelles. Là, c'est si vous voulez rajouter un petit peu une couche de contrôle, justement sur ce que vous envoyez. Vous pouvez hein, décider, et c'est plutôt une bonne pratique, de masquer un certain nombre de choses que vous voulez pas, du coup, envoyer à Google Ads, Facebook Ads et autres. Donc ça, vous pouvez le faire. Et pour bénéficier, on va dire, du gain qui est le contournement des adblockers, il y a quand même une petite manip à faire, de sorte que tout soit hébergé sur votre nom de domaine, en gros. Mmh. Voire on change un petit peu le nom du script, voilà, parce que les adblockers, en fait, ils ont des listes de scripts avec des noms et tout ça, donc des fois, c'est comme ça qu'ils bloquent. Donc ça, c'est le deuxième 2. Le niveau 3, c'est encore plus technique. La restauration des cookies, là, c'est vraiment lié à Safari, Apple. C'est en gros, Apple, il met des restrictions à la durée de vie des cookies, selon la manière dont ils sont posés, s'ils sont tiers, pas tiers, etc. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un truc technique que propose typiquement Adding Wall et Step quasiment en one click, quoi. Et après, donc ça, bon, si vous avez fait tout ça, vous avez un setup qui est vraiment très très solide. Et derrière, le niveau 4, c'est, on va voir après, c'est enrichir les données. Parce que pour le coup, c'est quand même un autre bénéfice du server-side, c'est que finalement, vous avez un serveur, puis vous l'avez connecté, c'était mes flèches vers la droite là, avec des outils vers lesquels vous voulez envoyer de l'info. Et donc, vous pouvez finalement l'utiliser pour envoyer d'autres données, même qui ne viendraient pas de votre site web, quoi. Et donc, qui viennent de vos serveurs, des ventes offline, des choses comme ça. De manière très simple et pour le coup très peu cher. Et donc, une fois que c'est setup, ben, c'est quand même intéressant de se dire est-ce qu'il y a d'autres données que je voudrais envoyer vers d'autres outils? Et si oui, est-ce que j'utiliserai pas mon conteneur maintenant qu'il est là et que je le paye pour envoyer plus de données? OK. Alors tout ça, j'imagine que ça a un coût. Tu vas peut-être nous en parler, après. Ouais, Tu as commencé à l'évoquer avec le coût du serveur. ouais, Mais effectivement, alors ça paraît être une super solution, mais on se rend compte qu'entre, le point de départ, quand tu évoquais l'installation de GA, 3 à l'époque, sur un GTM, ça se faisait en quelques clics. Là, il y a quand même un peu plus de clics et un peu ouais. plus de temps. Donc j'imagine que toutes les entreprises ne sont pas nécessairement non plus concernées par, la mise en place d'une solution server-side. Heu, Est-ce que tu as, en tête, on va dire, une sorte de taille critique de trafic, d'enjeu, d'investissement publicitaire aussi, qui, Ouais. qui serait nécessaire pour, basculer sur ce modèle server-side?
Ouais, alors, C'est la question à 1000 francs, on hein. en parlait en préparant ce webinaire. Moi, j'ai plusieurs casquettes qui se mélangent un peu, mais d'un point de vue purement rationnel, bon, à partir du moment où vous dépensez plus de 100 000 € par an en acquisition, vous dites que globalement, ça vaut le coup. C'est-à-dire que, un, vous voulez être sûr que, vos données la plus complète possible. Deuxièmement, vous voulez envoyer un maximum d'informations aux plateformes de pub parce que le rationnel, c'est que ça va améliorer les algos aussi. Parce que du coup, plus ils savent ce qui a converti, plus ils vont pouvoir recibler correctement, et cetera. Et donc, probablement vous dites: «Bah, d'un côté, je mets 100 000 € par an ou plus, 200, 500, 1 million. D'un autre côté, je vais avoir un investissement peut-être de 10 000, 20 000 €, on verra après, mais pour setup ça correctement, ça vaut le coup». En dessous de ça, la question se pose, vous pouvez vraiment vous dire, un peu radical: «Bah, en fait, non, je fais pas», et puis, c'est pas grave, j'accepte d'avoir moins de données et tout ça, parce que je pense que finalement le ratio bénéfice-gain, il est pas en ma faveur. Après, vous avez des gens qui aiment bien tout contrôler, enfin, ou savoir que, ils sont au top du truc et donc en fait, finalement, ça devient rationnel de se dire: «Non, mais il faut le faire, je veux le faire, parce qu'en fait, sinon, on sait pas ce qu'on fait exactement, on va pas pouvoir optimiser, quand on va vouloir passer à l'échelle, ce sera pas possible». Donc des fois, il y a des gens qui le font juste parce que c'est l'état de l'art et après moi, je vais mettre ma casquette, analytics quoi. Bah, c'est quand même des solutions qui sont saines et qui marchent bien et donc c'est vrai que, bah, moi, si on me demande de mettre en place un truc de base, j'ai proposé de faire le server side parce que, Ouais, ça me semble être, très pérenne et plutôt pas bulletproof, mais quand même, assez résistant aux changements à venir probables, quoi. Que je j'ai pas de boule de cristal, mais enfin, quand même, quoi. On va plutôt vers, globalement, plus de contraintes partout, tout le temps, ça depuis plusieurs années, et donc de toute façon, à la fin, ça finira comme ça, quoi. ouais, Tout le monde sera en server side. Après, c'est vrai que je comprends que ça puisse, faire un petit peu mal de se dire parce qu'au final, en plus, les solutions, intermédiaires, donc par exemple, vous avez une CMP pour gérer votre bannière de consentement. La réalité, c'est que les prix, ils ont monté quand même dans le temps. C'est-à-dire qu'au début, ça vous coûtait 30 € par mois, 100 € par mois. Puis maintenant, si vous avez un gros site, des fois, vous faites des devis à 15 000, 20 000 € par an. Donc ça commence à faire un petit peu mal. Et sur le server ouais, side, c'est un petit peu pareil. C'est qu'au début, il y avait le côté un peu, allez, ça coûte 100 € par mois, c'est pas cher. Maintenant, quand vous commencez à avoir plus d'1 million de visites par mois, par exemple, là, d'un coup, les devis que vous recevez deviennent un peu plus sérieux, quoi. Et donc forcément, ça voilà, ça fait un petit peu mal parce qu'on s'était habitué à avoir des outils qui étaient bien et pas chers, voire gratuits, en fait. C'est ça aussi le ce qui est une anormalité de marché. Tu vois? ouais, très Heu, clairement, ouais. Alors ça amène un peu à notre dernier sujet, qu'on avait abordé comme ça en préparant justement ce webinaire, c'est, est-ce qu'on ne tombe pas dans un monde avec, d'un côté un analytics pour les riches, justement, qui ont ces moyens de mettre, ces outils en place avec les coûts que tu évoquais et puis d'un autre côté un analytics des pauvres, où bah, voilà, je suis une petite structure, j'investis pas ces sommes-là en analytics, ouais, enfin en ads déjà, donc j'ai pas envie de les mettre dans des solutions analytics, pour gréver justement mon budget, publicitaire ou SEO ou autre. Voilà, donc ça pose un peu cette question-là de la dichotomie vers laquelle on se dirige. Auparavant, on avait tous un peu les mêmes solutions. Demain, ce sera plus le cas. C'est même déjà plus le cas, depuis 2024-2025 là, avec l'année qui démarre. Heu, donc voilà, c'est un peu un changement de paradigme, auquel il faut se faire, mais peut-être qu'après tu vas nous montrer des estimations de coûts pour que les ouais, gens puissent se projeter un peu et aussi qu'on puisse se dire à un moment donné: «Est-ce que moi j'ai un intérêt à switcher, vers du server side?» ouais, carrément. Attends, avant, je vais juste faire une mini aparté quand même pour vous Ouais. expliquer ce que vous pouvez faire si vous avez l'analytics des riches. Ah bah oui. Et juste ouais, pour continuer un peu dans l'explication et tout. En gros, bah, tu vois, on parlait de Facebook, Capi, tu vois? Facebook Capi, Ouais. ça paraît simple, on dit: «Allez, je vais mettre Facebook Capi», mais en fait, qu'est-ce que ça fait? En réalité, quand vous mettez, des tags de conversion Facebook, quand vous faites l'ensemble, qu'est-ce qui il va se passer? C'est en fait, vous allez souvent, à gauche, maintenir quand même un tag de conversion Facebook client Mmh. side parce qu'il a plus de contexte, parce que plein de trucs. Vous êtes pas obligé, mais souvent, finalement, vous le faites. Facebook fait ça très bien d'ailleurs, gérer, quand il reçoit une conversion d'un côté et de l'autre, gérer l'identifiant, il le fait mieux que Google Ads. Hem,
Et ensuite, côté serveur, vous allez aussi envoyer l'information que vous allez éventuellement enrichir de données. D'ailleurs, ici aussi, souvent l'enrichissement, c'est les adresses email, en fait. Donc encore une fois, on arrive sur ce truc-là où vous Ouais. dites: «Je vais envoyer des data points à Facebook, quoi», et Facebook se débrouille. Alors que là, avant, il se basait sur un ID, un cookie pour, faire le lien et identifier une personne, faire du profiling. En fait, là, vous envoyez carrément l'email, puisque vous l'avez, puisque la personne a converti, enfin, normalement sur votre site. Et donc évidemment, il faut le consentement pour ça. Elle est envoyée cryptée, tout ce que vous voulez, mais enfin bon, vous envoyez quand même des emails, quoi. Et finalement, l'email redevient, d'une certaine manière, le sort d'identifiant, global, quoi. Donc ça, c'est typiquement si vous avez, Ouais. Facebook, et vous pouvez aussi envoyer du coup des données, par exemple, de, marge. C'est-à-dire vous vendez un produit, ben, vous allez commencer à pouvoir faire du pilotage à la marge, et après, ben, côté agence, piloter des campagnes, plus seulement à la conversion, mais à la valeur, soit de la LTV client, soit de la marge, produit, des choses comme ça, quoi. Et l'autre chose qui devient facile pour le coup, assez simple, c'est comme je disais, vous avez, hein, cet environnement server-side, vous pouvez lui envoyer ce que vous voulez, même si ça vient pas de votre site web. Et ensuite, vous avez un dispatcher qui est déjà là vers, Google Ads, Facebook Ads ou même d'autres outils. Parce qu'en fait, il y a plein de connecteurs, natifs. Donc typiquement, vous allez avoir les conversions offline qui vont passer par là, mais vous pouvez tout à fait, c'est le cas, enfin, nous on l'a fait par exemple avec Bash, alors le petit logo il est masqué en haut. En gros, ou finalement quand il y a des conversions offline, donc en magasin, en boutique, enfin, on va envoyer la donnée, vers les plateformes d'ads, pour augmenter la qualité de la mesure, repos. Donc en gros, est-ce que les personnes qui ont acheté en ligne avaient vu de la pub, et cetera. Après, vous faites confiance au modèle, Google Ads, Facebook Ads pour, vous dire des trucs plus ou moins vrais. Mais en tout cas, on peut envoyer la donnée. OK. Ouais, donc on est vraiment dans ce côté, analytics un peu du riche où pour le coup, je peux piloter mes campagnes à la marge, Mmh. je peux optimiser, mes performances de campagne, versus, une structure qui n'aura pas mis en place ce type de choses-là et qui pilotera un petit peu plus à l'aveugle. Ouais. Et bon, en réalité, comme je disais, pour un gros site qui dépense beaucoup, il y a même pas Il y a pas de de. question, ouais. Ouais, c'est pour plein de raisons, parce qu'il y a aussi quelques autres bénéfices, notamment la performance du site web, vous chargez moins de scripts, et cetera. Pour plein de raisons, il y a pas de question à se poser en réalité. Vous êtes obligé, d'y aller. Mais effectivement, c'est pour les plus petits sites ou les gens qui dépensent moins, où, là, la question se pose vraiment, sérieusement, quoi. Ouais. Et même pour les gros, en réalité, hein, il y a quand même un truc où donc là, j'ai fait un petit tableau un peu un peu un peu radical, mais en gros, pour faire très simple, avant, vous posiez Google Analytics, Google Tag Manager et vous aviez à peu près vos données, et puis bon, il fallait quand même gérer les tags, hein, voilà. Aujourd'hui, en fait, alors, faut faire pareil, ça reste gratuit, hein, sauf, les GA4 Ouais, 360, tout, ça reste gratuit, là. Après, il y a l'éléphant dans la pièce, c'est quand même que GA4, c'est un peu nul. Et donc, quand vous êtes vraiment sérieux, que vous voulez faire beaucoup d'analytics, c'est un sujet que j'ai pas abordé, mais vous commencez à mettre vos données dans Google BigQuery, à refaire vos propres estimations. Pour ça, il faut un data ingénieur, il faut quelqu'un qui comprend ce que vous faites. Donc, on se retrouve avec des entreprises qui finalement ont un outil gratuit, mais derrière qui dépensent 100 000 € par an en data ing pour rematcher des choses. Donc, ils vont plus loin, hein, mais ça a un coût qui avant n'existait pas, quoi. Ensuite, ça, vous n'avez pas le choix, vous devez avoir une CMP. Donc, vous pouvez, si vous êtes joueur, la faire vous-même, mais vous allez vous planter comme tous les gens avant vous qui ont essayé. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc simplement, il faut choisir celle que vous voulez, il faut faire jouer la concurrence et tout, mais en fonction des volumes, comme je dis, les prix augmentent. C'est-à-dire qu'avant, tu disais pour 100 € par mois, c'est bon, et puis maintenant, dès que tu as des gros volumes de visites, ouais. forcément, les prix ont tendance à monter, quoi. Et ça, par contre, honnêtement, difficile de s'en passer. Ensuite, si tu pars en server-side, pareil, tu peux essayer d'héberger toi-même. Honnêtement, c'est pas conseillé. Donc tu peux aller sur Google Cloud, ce qui va sûrement coûter le moins cher, ou tu peux aller sur une solution, en un clic type Adding Wally Step, où tu vas avoir, tous les alertings, un petit tableau de bord qui te permet de savoir si ton tag il marche et tout. Quand même, c'est clean. Mais pareil, les prix ils ont plutôt tendance à augmenter qu'autre chose. Donc même chose, là pour le coup, là c'est binaire, quoi. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. Donc tu peux tout à fait, te dire que tu veux pas aller vers le server side, quoi. Vous avez le petit bonus, le petit exempté de consentement. Heu, Pareil, Piwik a une version gratuite, c'est moins de 500 000 hits par mois. Matomo, quand vous avez peu de volume, c'est vraiment pas cher. Par contre, dès que vous montez en volume, vous arrivez vite sur, Ouais. 20 000 € par mois, par an, pardon, des choses comme ça. Et puis il faut savoir s'en servir.
Et après, il faut payer quelqu'un qui comprend tout ça. Parce que la réalité aussi, c'est qu'il y a des fortes chances qu'il y ait un truc qui marche pas quand même dans cette chaîne-là. Encore une fois, il faut juste quand même comprendre ce qu'on fait, savoir comment setup les outils, comment recéter s'il y a un problème, etc. Et donc ça prend plus de temps qu'avant, plus de ressources. Et voilà, forcément, les coûts ont augmenté. Et c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des entreprises qui vont dépenser, pour les grosses, hein, plusieurs centaines de milliers d'euros par an pour un outil que parfois ils consultent peu, notamment pour le GA4. Et donc, moi je vois apparaître des gens qui finalement finissent par se passer de GA4 et d'aller que sur du piano par exemple, ou d'autres qui vont se dire attends mais je vais mettre en place d'autres outils, de l'amplitude, etc. Donc il y a une sorte de réapparition d'outils alternatifs qui avaient un peu été tués parce que Gonalytics c'était tellement bien que ça servait à rien. Donc voilà, ça va encore changer, je pense. Et après, la surprise, qu'est-ce que va faire, comme pour tout, que vont faire les Américains? Parce qu'en fait, si on se rappelle quand même, on a tous oublié, mais enfin, il y a 2 ans, on nous disait que Jackass c'était quasiment illégal. C'était le cas en fait, hein. Puis ensuite, l'Europe et les États-Unis ont signé un traité sur la protection des données. Voilà, pareil, je suis pas devin, mais enfin, qu'est-ce qui se passe si demain Google décide de s'asseoir dessus? On va rejouer un peu le match. C'est... Je sais pas. Ouais, et puis en plus, tu parlais d'auto-hébergement de la solution server-side sur du Google Cloud. Effectivement, quid de nos données aujourd'hui dans le contexte international? Effectivement, les choses peuvent largement bouger. Donc ça fait des investissements qui sont conséquents, avec une petite incertitude quand on prend en compte les outils américains. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on a un peu oublié, encore une fois, il y a 2 ans, c'était la psychose. On se disait: «Est-ce que j'ai le droit Ouais. de prendre un truc américain?» Maintenant, tout le monde s'en fiche. Et donc, voilà, c'est vraiment, derrière nous. Enfin, de toute façon, tu vois l'État français qui met tes données de santé, chez Microsoft, donc tu te dis: «Bon, Ouais. bah, ça doit marcher, hein. Visiblement, j'ai le droit». Donc voilà, mais c'est vrai que le sujet pourrait tout à fait, revenir un jour, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, c'était très intéressant. Alors aujourd'hui, la grande question pour tout le monde, c'est où est-ce que je me positionne? Alors, je pense qu'on n'a pas, j'ai pas de baguette magique, Mmh. et je pense pas que tu en aies non plus, mais l'idée, c'est d'étudier un peu le sujet au cas par cas. Mais en tout cas, il y a quand même des enjeux très importants derrière, sur la mesure des données, sur le pilotage des campagnes que l'on peut mener. Donc effectivement, c'est pas un sujet à mettre de côté en 2025, je trouve. C'est un peu pour ça qu'on avait décidé de faire ce webinaire en début d'année. Donc voilà, je pense que s'il y a des personnes intéressées qui sont présentes aujourd'hui, n'hésitez pas à nous contacter ou Nicolas pour voir et étudier votre sujet à vous. Voilà. Je ne sais pas si Nicolas, toi, tu avais d'autres petites choses à rajouter. Ouais, juste un dernier point, c'est ce que je vais appeler moi la data quality. C'est-à-dire en fait, il y a pas que les outils, il y a aussi la manière dont on les exploite. C'est-à-dire que, heu, je vois plein de gens qui ont, tu vois, ils ont tout, les server side, ils ont tout mis et tout est faux en fait. Parce qu'au Ouais. final, il y a pas de gouvernance des données, parce qu'il y a pas de plan de marquage clair, parce qu'il y a pas de test de non-régression qui fait que, tu as une alerte, si tu as un truc qui saute. Et donc au final, c'est aussi la manière dont on gère ces données, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'on s'assure qu'elles sont bonnes, qui est importante. Donc parfois, il vaut mieux en fait simplifier, pas avoir trop d'outils, pas forcément dépenser trop en infra, mais par contre, vraiment, l'utiliser et être sérieux sur la manière dont on la traite, quoi. Et puis suivre ces données également, parce que ça, c'est un vrai sujet. On s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup de structures ne suivent pas de manière très structurée les performances de leur campagne ou leurs données. Ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions également auprès des personnes qui nous ont écoutés. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression dans le chat. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, Nicolas et moi-même, on est disponibles sans problème pour répondre à vos questions, même par mail post-webinaire. Et puis sinon, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine session.
Merci à Merci tous. beaucoup, merci Damien. Merci Nicolas, à bientôt.